Quart d'heure techno. Les ondes de choc du progrès se rapprochent de nous. Mais tout cela, c'est déjà dépassé. Revenge of the Nerds. Les jeux vidéo sont partout. Alors quel est le rapport entre la chanson et la micro-informatique? Je vois pas tellement a priori moi. Car un beau jour, il y a eu la révolution. Amiga 500. Quart d'heure techno avec Mathieu Roy. Et avec Fabrice Jobert, qui est responsable du bureau de Google à Montréal. Merci beaucoup de me recevoir, Fabrice. Enchanté. C'est très beau chez vous, hein? Ah oui. C'est Mur d'escalade, un petit skatepark, cuisine vraiment premium. Oui. Ben, on choisit nos employés. Ouais, où on va porter le CV, hein? En bas. Ça, OK, parfait. J'en prends bonne note. Bon, on est ici chez Google et je vais poser une question vraiment simple, mais c'est quoi Google aujourd'hui, au moment où on se parle? Qu'est-ce que c'est devenu? Alors, Google fait beaucoup de choses, oui, évidemment, mais la mission première reste la même, c'est d'organiser l'information du monde et de la rendre utile. Et je pense que partout où on regarde, c'est vraiment, on garde ce mot d'ordre, que ce soit dans la cartographie, dans la recherche, dans l'assistant vocal, partout on continue de poursuivre cette mission de rendre l'information du monde accessible et utile. Beaucoup d'informations, nous en cherchons beaucoup via les moteurs de recherche, via Google Maps bien sûr, via nos requêtes sur l'assistant Google. Évidemment, c'est au cœur de l'actualité. Est-ce qu'on est bien protégé quand on fait des recherches sur une propriété de Google? L'information de l'utilisateur est bien protégée, oui. Donc on a énormément de mesures en interne qui assurent la sécurité de cette information, qui s'assurent qu'elle ne sera pas divulguée par accident ou traitée incorrectement. Tout est encrypté, il y a beaucoup de contrôles internes pour limiter l'accès à l'information. Donc de ce côté-là, il y a pas de crainte, disons. Qu'est-ce que chez Google est le plus populaire? Est-ce que vous êtes capable de dire c'est le moteur de recherche, ou encore c'est YouTube, ou encore c'est les courriels? C'est un petit peu comparer des pommes à des oranges, parce que chaque propriété a sa façon de mesurer sa popularité en quelque sorte. Alors comment est-ce qu'on compare le nombre de recherches à le nombre de personnes qui regardent des vidéos ou le nombre de personnes qui font des emails? C'est difficile. Je ne saurais pas dire en fait. Est-ce que l'Internet et Google est là depuis vraiment extrêmement longtemps là, dans l'histoire de la technologie? Est-ce que Internet a été fait pour accueillir aujourd'hui presque la planète entière? Non, je pense qu'au départ, celui qui a inventé l'Internet ne pensait pas du tout à ça. Et l'Internet a beaucoup évolué, autant au point de vue technique, des protocoles de base ont dû évoluer notamment pour la sécurité. Hein. Le premier Internet ne pensait pas du tout à la sécurité, ne pensait pas du tout qu'on pouvait abuser du système. Donc ça a été mis en place au fil des années. On continue d'ailleurs. Hein. Tout récemment, Chrome insiste pour que les sites soient HTTPS. Hein, donc ça, c'est encore une évolution. C'était quelque chose qui au départ était facultatif, et maintenant on veut que tous les sites soient sécurisés. Donc je pense que et on n'a pas fini d'évoluer. Je pense que on apprend, on grandit, c'est avec la technologie. Et Google s'est un peu donné la mission de déployer aussi Internet un peu partout, parce que la croissance de ceux qui sont déjà très puissants, comme Facebook, comme Google, comme Microsoft, j'ai l'impression qu'une partie de leur croissance passe pas par ceux qui ont Internet, mais par ceux qui l'ont pas encore, qui vont devenir d'éventuels consommateurs, d'utilisateurs aussi. Qu'est-ce qui reste à développer? Je pense qu'il reste de l'infrastructure dans certaines régions du monde qui ne l'ont pas encore. Et la question à ce moment-là, c'est est-ce que ça va être de l'infrastructure comme chez nous avec de la fibre optique, ou est-ce que c'est de l'infrastructure par exemple par des ballons, ballons sondes. Et puis après, il reste de continuer à offrir des services qui sont utiles aux gens. Ce ne sont pas forcément les services que nous avons chez nous au Canada. Ça ne correspond peut-être pas au mode de vie de quelqu'un qui est à l'autre bout du monde. Donc, je pense que tout ça continue aussi à être une évolution. Je constate qu'il y a de plus en plus une place pour le matériel maintenant chez Google. Des téléphones, des ordinateurs portables, des écrans connectés, des thermostats. Qu'est-ce qui s'en vient aussi avec Google et pourquoi c'est important dans le matériel? Je pense que c'est toujours dans l'optique de rendre l'information accessible et utile. Donc, à l'époque où Google a commencé, tout le monde interagissait par l'intermédiaire d'un ordinateur de bureau.
par une interface web qui n'était même pas encore Chrome à l'époque. Bon, c'était ça la technologie C'était sur de Netscape. Netscape, ouais. Et maintenant, on est capable de faire des appareils qui reconnaissent la voix et qui répondent. Et donc, on veut profiter de cette avancée de la technologie pour rendre le service encore plus accessible, plus utile. Mais plus on le rend accessible, plus on le rend, j'ai l'impression, aussi parfois vulnérable. C'est quoi la mission du safe browsing là, dont vous êtes à la tête? Alors, safe browsing cherche à protéger tout le monde sur Internet, donc des milliards d'appareils aujourd'hui. On ne sait même plus si c'est 3 milliards ou plus. Au départ, historiquement, c'était surtout contre les logiciels malveillants qui essayaient de s'installer sur nos ordinateurs, de les détourner. Genre d'antivirus. Donc, c'était les virus. Et puis, nous n'étions pas un antivirus dans le sens qu'on ne mettait pas des défenses sur la machine. Ce qu'on faisait, c'est qu'on avertissait les gens avant que le virus ne soit installé. Okay. Donc, au moment où ils étaient sur le point d'aller sur un site web qui risquait de leur transmettre un virus, notre système Safe Browsing d'avertissement on dit encore ça, attention, ce site est considéré dangereux, n'y allez pas. En gros, n'y allez pas. C'est quoi les dangers qui sont liés à un site potentiellement dangereux, là, quand on reçoit cet avertissement-là? Ça a évolué au cours des années. Là aussi, il y a eu de l'évolution. À l'époque, c'était une faille de sécurité commune sur les ordinateurs des gens qui risquaient d'être exploités par le site web. Okay. Et par là même installer un virus à l'insu de l'utilisateur. Donc, il n'avait rien à faire, il suffisait d'être sur le site web, le virus faisait installer. Donc, le site web profitait d'une permission préalablement accordée par l'ordinateur ou l'utilisateur pour pouvoir, par exemple, ou d'un y bug, accéder. Okay. Ou d'un bug de sécurité. Aujourd'hui, ce n'est plus tant le cas. Donc, aujourd'hui, le danger principal, c'est le phishing, le hameçonnage, ou en anglais, ce qu'on dit le social engineering. C'est de convaincre les gens de cliquer là où ils devraient pas cliquer, et en cliquant, ils installent quelque chose qu'ils ne veulent pas installer, ou de convaincre les gens de taper leur mot de passe alors que ce n'est pas du tout le bon endroit pour taper le mot de passe. Mais vous faites comment pour protéger les gens de ça? Parce que il y a quand même il y a une démarche de la part de l'utilisateur, c'est lui qui, de plein gré, ou en tout cas est dirigé vers un clic qu'il va créer lui-même. Là, c'est pas le site web qui va faussement générer un clic. Là. Non, c'est ça. Le site web va présenter de l'information qui est fausse, va leur dire par exemple ici votre banque, tapez votre mot de passe, et nous notre rôle c'est de détecter que ce site-là est un site de hameçonnage, et quand l'utilisateur y va par l'intermédiaire d'un navigateur qui est protégé, de mettre une page qui dit attention, ce site web n'est pas celui auquel vous pensez. Okay. Ne tapez pas votre mot de passe ici, ce n'est pas ce que vous pensez faire. J'ai l'impression que vous faites ce travail-là pour le Québec que nous sommes, là. Mais c'est plus grand que ça, là. Ah oui, c'est plus grand que ça. Nous, notre équipe, elle se trouve ici, mais on protège à l'échelle mondiale. Et nous faisons régulièrement tous les jours, quotidiennement, c'est des milliers, des millions d'évaluations de sites web pour savoir s'ils sont dangereux ou pas. Donc c'est ça la puissance, en fait, du système, c'est qu'on est capable de faire ça à très très grande échelle. Ça demande à Google d'être capable de presque cartographier le web au grand complet, là. Ce qui est un petit peu notre business depuis le départ. Ouais, mais est-ce que vous êtes capable de tout voir et de tout accéder? Non, évidemment, c'est impossible. Le web est infini. Il est impossible de tout voir le web. Mais il est possible de voir tout le web qui est populaire. Okay. Donc les recoins du web sont infinis, mais finalement très très peu de monde y vont. Et si on regarde les sites, les 1000 sites les plus populaires, les 10 000, les 100 000 les plus populaires, ça c'est possible d'avoir une idée d'un peu quels sont ces sites-là et de porter surtout notre attention là-dessus. Puis vous êtes capable de voir quel site gagne en popularité ou On est capable par l'intermédiaire notamment des recherches. OK. Et quand vient le temps de protéger justement avec votre département de safe browsing, est-ce que vous êtes nécessairement à la remorque de ce qui s'est fait? C'est-à-dire vous réagissez à une nouvelle sorte d'hameçonnage. Ça peut prendre combien de temps entre ici il semble y avoir quelque chose de louche et une protection ou le déclenchement de vos avertissements? Là? Ça prend quelques heures. Et ce qu'on a vu au fil des années, en fait, c'est une évolution des sites. Au départ, il y a 10 ans, ces sites-là, ils existaient pendant des mois.
Et c'était extrêmement rentable pour celui qui faisait l'opération de ce site parce que il faisait le travail une fois, puis pendant des mois, il espérait avoir des retours. Et maintenant, les sites n'existent environ que 6 heures. Et nous, on pense que c'est en fait une réponse à nos avertissements, c'est qu'au bout de 6 heures, le site ne vaut plus rien. Donc, il faut que l'opérateur passe à autre chose. Donc, en fait, je ne sais pas si on pourra jamais éliminer, tout comme on n'a jamais éliminé le cambriolage dans le monde, on n'éliminera jamais peut-être les tentatives de hameçonnage sur le web, mais on peut les rendre tellement difficiles et tellement coûteuses qu'on en réduit énormément la portée, en fait. Ouais, c'est ça, exact. Donc, vous, l'idée, c'est de faire ça le plus rapidement possible afin qu'on arrive à berner à peu près personne et que ces pirates-là, ou en tout cas ces hackers-là, ou je sais pas comment on peut les appeler, là, Oui. mais arrivent pas à leur fin et finalement aller chercher $0 avec le but de leur exercice. Comment on pourrait vous faciliter la tâche, là? Qu'est-ce qui ferait que votre département là verrait de moitié la sollicitation, là? Si on faisait un petit peu moins de confiance inhérente à un site web qui nous demande notre mot de passe, ça aiderait déjà à réduire le nombre de hameçonnages qui réussissent. Après, légèrement différent, mais aussi dans la lignée de comment on peut éviter de se faire voler notre compte, c'est de ne jamais réutiliser de mot de passe. Le résultat, c'est que si on se fait malheureusement voler un mot de passe pour un site donné, au moins ça cantonne les dégâts à ce site-là. Ouais. Alors que si on réutilise notre mot de passe à travers une dizaine ou une quinzaine de sites, les 10 ou 15 sites risquent d'être... C'est que là, les pirates vont aller à la pêche, puis vont aller essayer Exactement. avec la même chose. Ouais. Mais le mot de passe, est-ce qu'on va être coincé avec ça encore longtemps, là? Parce qu'il me semble que on dirait que c'est un vieux système là qui remonte au début d'Internet, puis même avant là, les NIP, les numéros ou encore un mot. Là, on nous dit de complexifier ça avec des majuscules, des caractères spéciaux, mais est-ce que est-ce que l'empreinte digitale est la solution, la lecture de l'iris, une donnée biométrique quelconque? Je pense que à très long terme, on aimerait bien se défaire du système de mots de passe. Je pense que de façon réaliste, à court et moyen terme, on va continuer à avoir des mots de passe. Il y a un petit peu de l'aide pour l'utilisateur moyen, c'est les gestionnaires de mots de passe. Ouais. Ça, c'est une très bonne façon de pouvoir utiliser des mots de passe différents et complexes pour chaque site, sans avoir à s'en souvenir tous. Dans ces cas-là, on se souvient d'un seul mot de passe, le mot de passe maître, qui ouvre le coffre à mots de passe en quelque sorte. Et après, ce logiciel, ce coffre à mots de passe, lui-même va renseigner les mots de passe sur chaque site auquel on a accès. Safe browsing, c'est évidemment lorsqu'on navigue sur Internet, mais maintenant, la façon de naviguer est quand même assez vaste. Évidemment, oui, à travers un navigateur, oui, il y a aussi sur notre téléphone intelligent, mais j'ai l'impression que quand on utilise un haut-parleur intelligent, qu'on lui fait une requête, il y a une sorte de navigation qui se fait aussi, puisqu'il y a un accès à Internet. Est-ce que ça s'arrête juste au navigateur? La liste Safe Browsing, en fait, est ouverte à n'importe qui veut s'en servir. C'est gratuit. Le API, en termes techniques, est disponible à n'importe quel éditeur de logiciel qui veut utiliser la liste Safe Browsing. Donc, on peut intégrer ça n'importe où. Ça n'est pas forcément uniquement dans des navigateurs. Il y a déjà des logiciels aujourd'hui qui ne sont pas des navigateurs qui utilisent la liste Safe Browsing pour protéger leurs utilisateurs. Et on peut envisager, oui, que ça pourrait être étendu à toutes sortes d'autres appareils qui ne sont pas forcément basés sur un écran et un clavier. Parce que, évidemment, ça frappe l'imaginaire quand on pense que notre haut-parleur intelligent peut être piraté ou bien être utilisé de façon malveillante. Google est arrivé au Québec avec le premier haut-parleur connecté, intelligent, avec une version français canadien. Donc, ça a été les premiers. Il y a eu, ça a été adopté plus rapidement que les autres. Donc, il y a une crainte qui est quand même légitime de la part des gens de savoir qu'il y a là pas juste un haut-parleur, mais des micros qui peuvent potentiellement nous entendre constamment. Oui, et donc là, ça rentre dans le design du matériel, de s'assurer que c'est bien fait, que le micro, donc les appareils Google, le micro n'est pas ouvert en permanence. C'est une croyance qui est difficile à... Je sais, et pourtant c'est la réalité, c'est que l'algorithme qui détecte le mot-clé, ouais. et il est sur l'appareil même. Donc, il n'y a pas d'accès au réseau, il n'y a pas besoin d'avoir accès au réseau jusqu'à ce que le mot-clé soit prononcé. À ce moment-là, suivant la requête, il y a un accès au serveur pour répondre à la requête. Mais tant qu'on n'a pas réellement posé une question à Google, l'appareil reste confiné à la maison, il n'accède pas au réseau. Donc, la preuve, c'est probablement que si je coupe mon accès à Internet et que je donne le mot déclencheur,
il va comprendre en me disant immédiatement qu'il ne peut malheureusement pas se connecter à Internet. Et il devrait faire ça, oui. Les petites lumières vont se mettre Exact. à tourner, l'appareil va se réveiller, puis après il va se rendre compte qu'il n'a pas accès en fait au serveur. Mais là, il y a une espèce de démonisation là de ces assistants-là. Là. Comment on peut rassurer les gens? Parce que moi, je suis le chroniqueur qui dit, écoute, Facebook nous dit qu'effectivement, il ne nous écoute pas. C'est un hasard. C'est pas un hasard, mais c'est le fruit d'un long processus qui fait que vous avez une publicité extrêmement ciblée à un moment précis dans votre vie où cette publicité-là résonne. Mais on n'utilise pas le haut-parleur constamment. Même chose chez Google. Mm-hmm. On n'est pas en train d'espionner vos conversations pour plus tard vous envoyer de la publicité ciblée. Là. Non, c'est ça. Mais oui, je sais pas comment convaincre les gens de cette réalité. Le haut-parleur, le micro n'est pas en train d'espionner continuellement. Ça, c'est clair. D'ailleurs, il y aurait un petit peu une impossibilité de la part des serveurs de gérer toute cette information. Ce serait trop. Hein. C'est important aussi au point de vue ressources de n'activer la connexion au serveur quand elle est vraiment nécessaire. Là, ma fille est toute jeune, elle va pas sur Internet encore. Dans 5 ans, elle va probablement être sur Internet. Le web va ressembler à quoi et Google va faire quoi dans 5 ans? Là? On va être autour de 2024, là. Oui. C'est difficile à dire. Je pense qu'on peut s'imaginer qu'il y aura de plus en plus d'objets connectés dans la maison, de plus en plus intelligents, et que finalement l'information qui jusqu'à maintenant était présente uniquement sur nos appareils, nos laptops, nos desktops, et après nos téléphones seront disponibles encore plus largement. Mais là, comme ça va être une génération de natifs qui auront toujours grandi avec le web, est-ce qu'ils sont moins sujets à cliquer sur des sites où on veut tenter de les faire chanter ou récupérer de l'information? Est-ce que votre travail va être allégé par le fait qu'on va avoir une génération peut-être mieux éduquée? Oui. J'espère que c'est vrai, et la partie réaliste en moi dit les gens qui profitent du web de façon malicieuse vont toujours trouver une nouvelle façon. Je pense que on n'arrêtera pas la cupidité des gens, donc on aura réglé les problèmes qui existent aujourd'hui, et je pense qu'il y en aura des nouveaux. Il faudra toujours être sur le qui-vive. Bon, en terminant, l'arnaque classique dont il faut se méfier, là. Je pense que vraiment le plus gros danger, c'est les gens qui n'ont pas une bonne hygiène de mot de passe. Une hygiène de mot de passe. C'est les gens qui utilisent un mot de passe qui est trop facile, leur date de naissance, quelque chose comme ça, et qui réutilisent leur mot de passe à travers tous les sites. Si vraiment on pouvait arrêter de faire ça, on améliorerait déjà la sécurité. Et il faut bien comprendre que la sécurité est vraiment intimement liée à la vie privée. Parce que quand on se fait dérober un compte, quand on se fait dérober notre mot de passe, c'est plus juste une question de sécurité, c'est que maintenant, ceux qui ont dérobé ce mot de passe ont accès à toute l'information qui est dans le compte. Et c'est là qu'il y a le plus gros risque pour les gens. Donc vraiment d'avoir cette hygiène de mot de passe, d'avoir un mot de passe différent par site, d'avoir des bons mots de passe sécuritaires robustes, ça c'est vraiment important. Et pour ceux qui sont prêts à faire le petit effort de plus, d'avoir l'authentification à 2 étapes, qui demande soit par un code par SMS, qui est quand même mieux que rien, ou encore mieux la petite clé matérielle qui se branche dans l'ordinateur et qu'il faut toucher quand on tape son mot de passe. Ça, c'est le nec plus ultra de la sécurité. L'hygiène du mot de passe. L'hygiène du mot de passe. Fabrice Aubert, merci beaucoup. Merci. C'était Quart d'heure techno avec Mathieu Roy. D'autres épisodes disponibles sur la balado de Quart d'heure techno.